manière de mettre l'amour à l'ordre du jour. Le sujet est d'une telle ampleur qu'il invite à demeurer fidèle à la richesse de l'expérience humaine. C'est que l'amour est au cœur de notre monde et à soi. Alors, de même, l'amour, même le plus réciproque, n'est jamais symétrique. On n'est pas aimé comme on aime, c'est-à-dire c'est impossible, c'est chacun son itinéraire. Alors, le premier paragraphe de notre introduction nous permettra de reprendre l'analyse de Francis Wolff dans un ouvrage qui vient de paraître et qui nous servira de fil conducteur pour introduire un sujet à cette ampleur. Alors, que nous dit Wolff? Il nous dit que l'amour se dit en plusieurs sens. Alors, du point de vue philosophique, c'est intéressant parce que depuis Aristote et Platon, il y a toujours cette idée que l'on ne peut aborder la totalité de l'être ou partir de l'être, ou s'interroger sur ce que nous sommes, de notre rapport au monde. Donc, qu'on ne peut le faire que si on arrive à dégager les principaux sens de notre existence et de ce qui nous constitue. Alors, on parle d'amour humain, d'amour divin, l'amour pour Dieu ou l'amour de Dieu, on parle de l'amour de l'amoureux, ainsi que de l'amour maternel ou paternel, mais on parle aussi de l'amour de la musique ou d'autres formes d'activité. Quant aux philosophes et aux sociologues, ils distinguent trois types d'amour correspondant à trois notions grecques. La philia, qu'on traduit généralement par amitié, Eros, qu'on traduit par amour tout court, par désir sexuel, et agapé, qu'on traduit par amour du prochain ou par charité. Alors je ne vais pas réduire les trois termes à une seule expression, notamment la dernière. Ce que je voudrais, c'est que preniez conscience, que l'on prenne conscience que de ces différents sens découle un nœud de problèmes, et c'est ces problèmes que j'aimerais avec vous interroger. En effet, soutenir qu'une même essence, c'est-à-dire un même rapport au monde, réunit la fraternité humaine, c'est-à-dire l'amour du prochain, l'aspiration au divin, l'amour pour Dieu, la bonté du Créateur, la passion pour certaines choses, notamment l'amour de la musique, ou l'attraction charnelle, l'amour de l'amoureux relève en fait d'engagements considérables qui, sur le plan métaphysique, ne manque pas évidemment pour nous d'intérêt. Alors une chose est certaine, comme j'en avais fait le résumé quand on m'a contacté pour aborder cette question, il n'y a pas de sens possible à donner à notre existence si ce sens n'est pas partagé. Et c'est un peu cet argument que je défendrai. Pas de sens sans partage. Il est donc faux de dire que chacun ne suit que son intérêt. L'amour en est la contre-épreuve. Alors, notre approche comportera trois moments. Il faudrait que tu me guides pour le temps. Parce que elle comportera trois moments. Il s'agira en premier lieu de rendre compte de la manière dont la sociologie théorise la fin de l'amour, notamment à travers les recherches d'une sociologue qui a donné à son œuvre principale cette forme. Il s'agit d'Eva Egus. Alors, de quoi s'agit-il et de quoi nous parle-t-on? Non pas de la disparition pure et simple du sentiment amoureux, mais d'introduire une autre approche de nature socio-économique. Je la cite, « Mes travaux décrivent la manière dont le capitalisme a détourné la liberté et l'intimité des individus pour se les approprier. » Alors, si on fait une analyse de termes, c'est tout à fait intéressant parce que on voit bien que ce qui se joue actuellement sous nos yeux, c'est le fait que notre rapport au monde, et notamment les deux dimensions qui la constituent, la liberté et l'intimité, sont détournés et ne sont plus finalement pris dans une finalité qui était celle qui a été constitutive dans notre rapport à l'amour. Et donc, si vous voulez, cette organisation sociale du capitalisme, ajoute-t-elle, a évolué vers des formes dispersées de subjectivation, ce qui signifie de manière très concrète que c'est notre rapport à la propriété et au contrôle qui interroge le sens qu'elle donne à ce terme de non-engagement, de retrait, qui accompagne, selon elle, la mutation du désir que l'on observe aujourd'hui dans nos sociétés.
Il s'agit in fine du passage de la subjectivité émancipée, celle qui est issue des Lumières, à une subjectivité anomique, prise au sens où Émile Durkheim l'entend, c'est-à-dire un sujet centré sur lui-même et qui n'a ni besoin ni désir clair, une subjectivité diffuse, vague, ambivalente et sans but. Gilles Deleuze, donc, qui a 3 ou 4 décennies, l'entend plutôt noter ce n'est pas un capitalisme pour la production, mais pour le produit, c'est-à-dire pour la vente. Alors, cette forme de capitalisme dispersif n'a plus besoin d'organisation sociale traditionnelle. Ce capitalisme a ceci de remarquable qu'il est en même temps scopique et il crée de la richesse grâce à la spécularisation des corps. Le regard devient l'instrument essentiel pour extraire cette plus-value qu'il appelle esthétique. Alors, nous aborderons en second lieu la façon dont on peut, aujourd'hui encore, procéder à un éloge de l'amour. Alors, le titre que j'ai donné à mon texte, à cette communication, en témoigne. Il faut pour cela rompre avec 3 conceptions contradictoires de l'amour qui ont été analysées et critiquées par Alain Badiou. D'abord, la conception romantique qui se concentre sur l'extase de la rencontre, c'est l'amour fou au sens où André Breton l'entend. Ensuite, la conception qu'on peut dire commerciale ou juridique, selon laquelle l'amour serait finalement un contrat entre 2 individus libres qui déclareraient qu'ils s'aiment, mais en faisant bien attention à une égalité du rapport, du système des avantages réciproques. Il y a également une conception sceptique qui fait de l'amour une illusion, c'est-à-dire qu'on est désabusé à force d'accumuler les malentendus et les échecs. On se retrouve dans un rapport qui rompt avec cette pluralité d'interprétation dont Alain Badiou fait la substance de son ouvrage. Il propose donc une approche qui soutient que l'amour est une construction de vérité et que cette vérité porte sur un point particulier. Qu'est-ce que le monde quand on l'expérimente à partir du deux et non pas de l'un? Donc on voit bien qu'il y a là un point fondamental. Badiou pense que l'amour, c'est cela, c'est le deux, et le problème qui en résulte, c'est un problème politique qui devient non pas l'amour, mais le contrôle que la haine exerce sur les rapports sociaux, et en particulier sur le rapport que nous pouvons avoir aussi à nous-mêmes. Donc l'urgence est pour chacun, ou plutôt l'urgence pour chacun, est de tenter de s'émanciper, de redevenir ou d'être désirant, et pas seulement un être de besoin livré aux appétits du marché économique ou de la mode. L'amour, comme toute procédure de vérité, est essentiellement désintéressé. Voir sur cette question l'association libre et l'égalité, la parité, l'égalité entre hommes et femmes, dont on voit bien qu'elle est au cœur aujourd'hui d'un point que je n'aborderai pas en tant que tel, qui est la théorie du genre, et qui me paraît riche de perspectives pour aborder cette question centrale. Nous engagerons enfin une réflexion sur l'essai de Francis Wolff, Il n'y a pas d'amour parfait, dont j'ai dit quelques... Je crois que l'un d'entre vous en a pris connaissance, ou en tout cas ce sera pour moi l'occasion de m'entretenir avec lui, parce que c'est dans cet essai qu'il se demande ce que c'est que cette chose que nous appelons l'amour. Donc il y a une tentative de conceptualisation qui a des limites, mais qui permet de saisir que l'amour n'est ni l'amitié, ni le désir, ni la passion, c'est la fusion improbable de ces tendances opposées. Je cite le texte de Francis Wolff. L'amour est de nature hétérogène, donc instable. Il est le moteur tout-puissant de tant d'histoires grandioses ou banales dans toutes les littératures universelles et dans nos vies ordinaires. Bien voilà, donc je voulais faire introduire le sujet de cette façon pour montrer que, évidemment, l'approche que j'adopte ne se limite pas aux 3 auteurs ou autrices que je viens de citer, mais elle prend son point de départ dans des, si vous voulez, dans des combats, dans des politiques, dans des oppositions de sens qui sont à bâtir, ou dans toute une réflexion sur l'histoire de ces concepts.
c'est une façon, évidemment, de commencer le premier des thèmes auquel je me suis engagé. Il est assez provocateur, c'est la fin de l'amour. Nous vivrions une sorte d'éclipse d'éros, et cette fin de l'amour appelle un nouage dialectique que nous avons tenté d'interroger. Il ne s'agit pas d'avoir la vérité, c'est un point de vue qui mérite d'être discuté et qui nous permettra peut-être de rebondir dans la salle de façon telle que l'on se situe sur cette question qui nous paraît aujourd'hui fondamentale. Alors, si l'on voulait simplifier, on pourrait dire que la culture occidentale a abondamment représenté l'irruption miraculeuse de l'amour dans la vie des hommes et des femmes, le moment mythique où l'on sait que quelqu'un nous est destiné, l'attente fébrile d'un coup de téléphone ou d'un email, le frisson qui nous parcourt, à la simple pensée de celui ou de celle qu'on aime. Alors, être amoureux, c'est devenir d'une certaine façon, c'était indiqué dans un propos qui a été tenu, donc être amoureux, c'est devenir d'une certaine façon un disciple de Platon, c'est-à-dire voir dans la personne aimée la manifestation d'une essence pleine et parfaite. Alors sur le rapport, je crois que le rapport à Platon, je ne le développerai pas complètement, peut-être dans la table ronde, mais il est à l'origine de ce que l'on appelle le dualisme entre l'âme et le corps. C'est un petit peu de cette, de cette dualité que j'aimerais sortir en ajoutant que innombrables sont les romans, les poèmes, les films à nous enseigner cet art d'aimer et à décrire le bouleversement provoqué par l'être dont on était pris. Ce que je retiendrai, c'est cette idée, si vous voulez, d'art d'aimer qu'on va retrouver tout au long du Moyen-Âge. Alors, pourtant, cette culture qui a tant à dire sur l'amour est beaucoup moins prolixe que quand il s'agit d'évoquer le moment non moins mystérieux que l'on évite de tomber amoureux, où on cesse d'aimer, où on devient indifférent à celui ou à celle que nous avons tant aimé. Et peut-être notre culture ne sait-elle pas se représenter cette question, cette souffrance, cette douleur d'exister, et que le non-amour manque d'une structure narrative claire. Alors, j'aimerais avec vous m'engager dans cette structure narrative, mais vous voyez bien la dualité qui est en train de s'instaurer entre l'amour-passion, l'amour fou, et puis ce dont on ne parle jamais, selon Illouz, qui est cette espèce d'opacité qui marque notre impuissance à aimer, le découragement que nous avons aussi à le voir nous étioler, et finalement, ce que l'on pourrait souligner, c'est que l'on découvre, et c'est le but de cette première partie, cette douleur qui est une douleur d'exister, qui nous ravage autant que l'amour dont on bénéficie, enfin que l'on vit quand on est dans le coup de... Voilà, donc voilà, dans ce que vous avez imaginé, c'est-à-dire aimer et tant aimer la personne avec laquelle il y a une rencontre. Alors, je voudrais juste, parce que le sujet est inépuisable, dire que derrière, en fait, il y a un certain nombre de nœuds que l'on va essayer sur lesquels j'attire votre attention. D'abord, le premier, c'est que derrière la rhétorique de l'accomplissement de soi-même dans l'amour, se cache un égoïsme quelquefois, je dis bien quelquefois, je ne parle pas au nom d'eux, je parle d'un point de vue que Illouz défend et que je reprends à mon compte pour essayer de comprendre ce qui se joue dans les nappes de ces relations complexes qui sont petit à petit au cœur des sciences humaines. C'est-à-dire que l'émotion qui était exclue de la raison se trouve aujourd'hui, dans de nombreux travaux de sociologues, au cœur d'une méthodologie que l'on est en train d'ailleurs, avec elle, d'interroger. Donc ce qui se cache, c'est cet égoïsme sans limite mortifère, la crise du sens, et surtout l'émergence du ressentiment. Point d'amour, mais de la défiance et de la haine. Cette logique engendre le désespoir, le retrait, l'isolement, impossible de résister au marché et à l'état bureaucratique, nous dit Illouz, à l'indifférence et à la fragmentation, faute de
projet collectif efficace. Cette fragmentation de la société démocratique s'accompagne d'une mélancolisation des comportements et de la société. Alors, je n'ai pas le temps de le développer, mais il se trouve que ce terme de mélancolisation me paraît précieux, parce qu'il indique une panne du désir, même son renoncement. Et je crois que s'il y a une chose à faire, c'est de chasser par tous les moyens la mélancolie, ou la mélancolisation qui peut à un moment donné nous amener au renoncement à soi, au renoncement à vivre. Et c'est donc ce mécanisme-là que j'aimerais questionner avec vous. Pourquoi ? Parce que ce que je viens de décrire brièvement redéfinit les notions même de désir, de négativité et de corps. Et c'est que le négatif n'a pas pour Illouz la même signification qu'il a dans le langage courant, ni celle qui est la sienne dans la tradition philosophique. Alors le sens qu'Eva Illouz donne au lien négatif et autre, négatif signifie ici que le sujet ne veut plus ou ne veut pas de relation ou est incapable d'en former en raison même de la structure de son désir. Cela signifie que dans un lien négatif de ce type, le moi échappe complètement au mécanisme du désir et de la reconnaissance, alors même que les sciences sociales nous indiquent l'importance du lien, de la reconnaissance. On a écrit pas mal de choses là-dessus ces dernières années. Donc, on a effectivement une sociologue qui pointe un horizon négatif et qui instaure une nouvelle relation entre des liens qui sont dans lesquels on ne cherche pas à conquérir la subjectivité de l'autre, donc, et où la vie affective se joue dans une relation entre la relation négative et la négation positive. Cela a une conséquence redoutable, c'est le symptôme d'un monde fait de déconnexion, de vide, d'absence de limite. Ces distinctions permettent de mieux cerner le débat autour de la fin de l'amour. Alors c'est quoi exactement, après ce tableau assez lugubre, ou en tout cas pessimiste que je viens de dresser, eh bien, ces distinctions permettent de mieux saisir, c'est que le désamour est le processus cognitif et émotionnel par lequel un certain assemblage se défait, si bien que les sentiments amoureux et la reproduction de la vie quotidienne ne se chevautent plus. Conséquence, apparition du choix négatif, de la négativité, le refus de tout engagement, de toute attache et de toute relation. Alors, je terminerai cette première partie en me demandant quelle forme prend le non-amour. Eh bien, celui de la destruction, c'est ce que j'évoquais, c'est le risque de la mélancolie, du désamour, de la cruauté et de la violence, qui sont les figures mortifères du désamour et du non-amour, de ce que les philosophes de la fin du XIXe siècle, et surtout Nietzsche ou Spinoza, ont appelé le nihilisme, qui se crée au croisement, je cite là, du capitalisme, de la sexuation, des rapports entre les sexes et la technologie, une nouvelle forme de non-sociabilité. Donc c'est ce débat actuel, sur lequel j'ai pris position, puisque Illouz, je la cite, dit « Si tant de vie moderne expérimente une telle incertitude, une telle souffrance, c'est que la cause est moins à chercher du côté de l'universalité d'un inconscient en état de conflit avec lui-même que dans la mondialisation des conditions de vie. » Alors évidemment, c'est une approche qui pose problème parce qu'elle oppose l'individu et le collectif, mais surtout, elle nous conduirait à sacrifier un des deux aspects qui s'imposent d'autant plus que le marché capitaliste et la culture consumériste contraignent les acteurs à considérer leur intériorité comme le seul domaine de leur existence. En clair, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas faire le sacrifice de la clinique. La clinique, là, joue un rôle important pour nous comprendre, pour essayer de cerner ce que nous sommes en train de développer. Alors, je n'ai pas le temps de développer l'histoire de cette mélancolie et de l'amour. Sur l'amour, très rapidement, c'est un sentiment de fusion qui contient paradoxalement un segment
de l'histoire des concepts d'autonomie et de liberté. C'est ainsi que l'amour s'est progressivement détaché de la cosmologie religieuse pour être cultivé par les élites aristocratiques en quête d'un mode de vie spécifique. C'est ainsi que l'amour, auparavant destiné à Dieu, est devenu un vecteur principal d'un individualisme affectif en formation. Et vous voyez bien, c'est ce passage à l'individualisme qui donne naissance, pas entièrement, il faudrait des études beaucoup plus approfondies, mais on voit bien que les sentiments personnels deviennent des sources d'autorité et pas seulement celles et ceux qui, enfin en tout cas, permettent d'éviter deux écueils. D'une part, la complainte conservatrice contre la liberté des mœurs, et d'autre part, l'approche libertarienne selon laquelle la liberté l'emporte sur toutes les valeurs, et en particulier, donc ce sont ces deux points qu'on aura l'occasion de débattre. Sur l'éloge de l'amour, c'est plus connu, c'est un livre qui a rencontré un grand succès, où l'enjeu c'est la quête de la vérité sur soi-même. Donc je vous ai dit que l'amour, il reste combien 10 minutes. 10 minutes. Oui, je vous disais que l'amour prend en compte une séparation ou une disjonction qui peut être la simple différence entre deux personnes. Autrement dit, dans l'amour, on a un premier élément qui est une différence, une séparation. C'est ce qu'il appelle la différence des sexes. Vous avez un deux, l'amour, nous dit-il, nous dit Badiou, ça traite d'abord d'un deux. Le deuxième point, c'est que précisément parce qu'il traite d'une différence, le deux expérimente le monde de façon neuve. Il ne peut prendre qu'une forme contingente. C'est ce qu'on appelle la rencontre, hein, c'est ce que tu as évoqué, sur laquelle on pourrait beaucoup insister, c'est que l'amour s'initie toujours dans une rencontre. Et cette rencontre, Badiou lui donne le statut, en quelque manière métaphysique, d'événement. Ce qui va faire événement dans ma vie, c'est cette rencontre que je ne soupçonnais pas, qu'elle surgirait avec son caractère lumineux et étincelant. Et les exemples littéraires et artistiques qui mettent en scène ce point de départ de l'amour sont innombrables. Alors, je citerai le plus connu qui est Roméo et Juliette. L'an dernier, j'avais abordé le plus tragique. Donc, il reste l'allégorie de cette disjonction. Mais l'amour n'est pas seulement la rencontre et les relations fermées entre deux individus. C'est une construction, c'est une vie qui se fait, non plus du point de vue de l'un, mais du point de vue du deux. Pour cette raison, l'amour ne se réduit pas seulement à cette rencontre, mais se réalise dans la durée. Alors Badiou procède à une critique de plusieurs conceptions de l'amour, notamment la conception romantique, qui est très ancrée dans notre civilisation et dans notre société. Le romantisme, c'est l'idée que l'amour se consume dans la rencontre, c'est-à-dire que l'amour est brûlé, consommé et consumé en même temps dans la rencontre, que dans une sorte de moment magique. Quelque chose arrive là qui est de l'ordre du miracle, une intensité d'existence. Fusion signifie que les deux amants se sont rencontrés et quelque chose comme un héroïsme de l'un a lieu contre le monde. Badiou estime que cette conception radicale doit être récusée en dépit de sa beauté artistique extraordinaire. Pourquoi ? Parce que l'amour a lieu dans le monde. C'est un événement imprévisible. L'amour est une construction. Le point le plus intéressant, ce n'est donc pas l'extase des commencements, mais une construction durable et continue, disons, qui peut s'achever de manière aléatoire, comme le montrera Spinoza. Un amour véritable est celui qui triomphe durablement, parfois durement, des obstacles que l'espace, le monde et le temps lui proposent. Précisons, par durée, il ne faut pas entendre que l'amour dure, qu'on s'aime toujours et pour toujours. Il faut entendre que l'amour invente une façon différente de durer dans la vie, que l'existence de chacun se confond dans l'amour à une temporalité neuve. Il est le désir d'une chose inconnue
parce qu'il réinvente à sa manière l'amour. Il y a quelque chose de leibnizien dans ce que dit Badiou, qui récuse également la tradition sceptique. Cette philosophie prétend qu'en réalité l'amour n'existe pas et qu'il n'est que l'oripeau du désir. La seule chose qui existerait, c'est le désir. Selon cette vision, l'amour est dans une construction imaginaire plaquée sur le désir sexuel. Dans ce cas, je dirais que l'amour est disqualifié ou déconstruit au nom du réel du sexe. La déclaration du type « je t'aime » scelle l'événement de la rencontre, elle est fondamentale, elle engage. Mais livrer son corps, se déshabiller pour l'autre, accomplir des gestes immémoriaux, renoncer à toute pudeur, crier, tout ce rapport au corps vaut preuve d'un abandon à l'amour. C'est tout de même une différence essentielle avec l'amitié. L'amitié n'a pas de preuve corporelle, de résonance dans la jouissance du corps. Elle est le sentiment le plus intellectuel, le point de vue des philosophes qui se méfient de la passion. L'amour veut que sa preuve enveloppe le désir. Voilà pourquoi l'amour ne peut être qu'un simple empillage du désir sexuel. Ne peut être, pardon. Alors quel est le lien entre amour et vérité ? Cette vérité est tout simplement la vérité sur le deux, la vérité de la différence comme telle. Et je pense que l'amour est cette expérience. En ce sens, tout amour qui accepte l'épreuve, qui accepte la durée, qui accepte cette expérience du monde du point de vue de la différence, produit à sa manière une vérité nouvelle sur la différence. Et cette vérité est qu'il y a de l'universel dans l'amour. Alors avant de terminer, je voulais juste faire une réflexion assez brève sur la puissance d'agir, qui se trouve être au cœur de la philosophie de Spinoza, en passant par un interprète autorisé de l'œuvre de Spinoza, qui est Gilles Deleuze, que j'ai déjà cité. Deleuze définit l'opération de pouvoir comme l'acte de séparer les hommes de ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire de leur puissance d'agir. Je crois que là, on touche quelque chose de fondamental, c'est que l'horizon de sens qui nous constitue, qui nous nourrit, c'est les variations ou les degrés d'existence qui nous constituent dans nos rapports aux autres. C'est-à-dire que les forces actives, c'est Spinoza qui parle, les forces actives sont empêchées dans leur exercice ou parce qu'elles se voient privées des conditions matérielles qui les rendent possibles ou parce qu'un interdit rend cet exercice formellement impossible. Donc vous voyez bien ce qui constitue ce que nous sommes, selon Spinoza. Nous sommes une variation de puissance. Alors quand la puissance d'agir augmente, eh bien nous sommes heureux, nous sommes ouverts pour une rencontre, nous sommes ouverts pour un rapport au monde qui soit fait de richesse, de regard lumineux sur l'autre, etc. Mais quand la puissance d'agir diminue, c'est la mélancolie qui nous envahit progressivement et avec elle la tristesse. Donc nous avons à penser, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que quand ça advient, on le pense sous la forme de l'événement, sous la forme de quelque chose dont on pensait qu'il n'adviendrait jamais ou qu'il ne tomberait. Je n'arriverai jamais à avoir le bon numéro qui me permettrait de vivre cette relation intense. Mais ce que je trouve vraiment passionnant, c'est cette dialectique, bien que le terme ne convienne pas à la vie de Spinoza. En tout cas, c'est ce rapport ou ces degrés entre la joie et la tristesse qu'il nous faut étudier. Et ce qu'il faut dénoncer par-dessus tout, c'est la tristesse et la mélancolie. Il faut l'expulser de notre être. S'il y a une chose à faire dans la vie, c'est bien cela. Alors donc, je n'aurais pas le temps, il reste combien, 3 minutes? Oui. Voilà. Alors, excusez-moi, on a le droit peut-être un petit retard de 5 minutes, ça arrive. Hein. Oui, mais là, on a plus que 5 minutes. Mais après, vous aurez une table ronde avec tous les intervenants, vous poserez des questions en fin de matinée. De retard. Voilà. Voilà, il me reste une petite page à évoquer. En fait, il s'agissait simplement d'approfondir l'idée de degré de substance, et puis c'est pourquoi Badiou a choisi le 2 et pas le 3, ou encore, avec des théories du genre, la déconstruction de la métaphysique telle qu'elle est à l'œuvre
et telle qu'elle repense les rapports que nous avons au monde. Alors, j'ai commencé par réfléchir. Je veux dire quelques mots sur l'amour parfait. J'ai commencé par Francis Wolff, je finirai par lui. Si vous voulez, dans cet ouvrage qui est petit, qui fait 120 pages, pas plus, il aborde le thème de l'humanité et le fait que l'amour soit universel. Et je crois que c'est un très beau texte. Je me permettrai pour terminer de le lire et de le commenter très brièvement par touche. Il nous dit la chose suivante. Pour faire de l'humain, il faut plus que l'instinct biologique de reproduction des êtres vivants. Il faut le désir, lequel ne va pas sans fantasme, sans représentation, sans loi, sans frustration, sans beauté, car il y a un fond de désir humain, car il y a un fond de désir humain dans chaque aspiration au beau. Pour faire de l'humain, il ne faut plus que des émotions, qui sont des modèles d'action de nombreux animaux. Il ne faut plus que des attachements et des territoires, il faut des passions qui poussent les humains à se hisser au-dessus de leurs propres intérêts et agir pour une idée fixe, parfois contre eux-mêmes et contre toute raison. Pour faire des humains, ajoute-t-il, il ne faut plus que la grégarité animale, plus que le besoin des autres ou que le lien biologique entre apparentés. Il faut la sociabilité, la socialité proprement humaine. C'est justement ce qui manque dans les théories qui critiquent l'amour. Il faut une communauté d'échange réciproque, et il en est de trois sortes. Il y a la réalité de la communauté politique, la cité, que devrait lier la fraternité des citoyens et l'idée de justice, et elle est enserrée dans une communauté maximale de l'humanité, liée par cette idée universalisable que tout humain doit pouvoir être un autre. Et la communauté minimale, l'amitié, la relation élective entre deux qui sont l'un pour l'autre un autre soi. Concluons, le désir ressorti à l'homme comme vivant, la passion à l'homme comme agent, l'amitié à l'homme comme être social, l'amour proprement dit est autre chose, il est un peu moins que le désir, la passion ou l'amitié est plus que le simple mélange. L'amour se nourrit de ces trois substances. Les trois substances de l'amour sont aussi les sources des plus grands plaisirs. L'amitié apporte la joie, la passion l'allégresse et le désir ses jouissances. C'est l'hétérogénéité de l'amour qui est le moteur le plus puissant de notre vie, et je crois qu'on peut se séparer sur cette phrase optimiste.